Alors bonjour, mon nom est André Dussault, je suis présidente de la section Capitale nationale de l'Association des économistes québécois. Au nom de tout le comité exécutif, bienvenue au lancement de la saison 2015-2016 de notre section. Il me fait vraiment très plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je commence tout de suite avec le déroulement de la soirée. Nous aurons d'abord le plaisir d'entendre M. Jean Saint-Gelais, mandarin de la fonction publique québécoise. M. Saint-Gelais est un économiste de renom ayant occupé les postes de plus haut niveau au gouvernement du Québec, dont celui de secrétaire général et greffier du Conseil exécutif. M. Saint-Gelais a également agi à titre de président-directeur général de l'Association de l'Autorité des marchés financiers ainsi que de l'Agence du revenu du Québec. M. Saint-Gelais a aujourd'hui accepté de venir discuter de l'importance des restructurations qui ont présentement lieu au gouvernement du Québec et des conséquences de leur impact en fait pour la société québécoise. S'ensuivra ensuite une présentation de M. Bernard Mott, sous-ministre en titre du ministère de l'Emploi et des Services sociaux. Cette année, M. Mott a accepté d'agir à titre de président du congrès annuel 2016 de l'Association nationale qui se tiendra à Québec du 18 au 20 mai 2016. Et finalement, je dévoilerai la programmation 2015-2016 de notre section. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter M. Saint-Gelais à nous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Je veux premièrement remercier l'ASDEC, l'association, pour l'invitation qui m'a été faite ce soir de prendre la parole, de m'adresser à vous. Je remercie Mme Dussault pour le travail qu'elle fait à l'association. En profiter pour saluer un membre du conseil d'administration qui est avec nous, M. François Turenne, que je connais de longue date. Toujours plaisir de le rencontrer. Écoutez, je vous remercie d'être là. J'espère que je ne serai pas trop long ou pas trop ennuyeux, mais ça fait toujours plaisir de se retrouver, comme on dit, entre économistes quand on a étudié. Dans mon cas, ça fait extrêmement longtemps que j'ai étudié en économie. En temps où on est jeunes, tout dynamiques, comme plusieurs d'entre vous ce soir, qui ont étudié en économie pour changer le monde. Il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire qu'étudier en économie. Alors, et on se retrouve avec le temps au gouvernement du Québec ou ailleurs, avec beaucoup d'économistes qui font beaucoup d'études. Et ce soir, je voudrais vous parler d'une chose. Je vois Marie-France Germain qui est là aussi en arrière. Bonjour Marie-France, qui joue à nous. Alors, je voudrais vous parler ce soir d'une chose. Je vais essayer de faire un plaidoyer pour le secteur public. On est dans la capitale nationale, j'ai fait toute ma carrière au gouvernement. Mme Dussault a dit que j'étais un mandarin de l'État, mais je suis retraité de l'État plutôt aujourd'hui, depuis le mois d'avril. Alors, c'est de faire autre chose plus tard. Je voudrais faire un plaidoyer pour le secteur public, une chose qui ne compterait pas assez souvent, à mon avis. Puis mettre l'accent également sur un élément, peut-être que certains d'entre vous le retiendront, puis les plus jeunes, ça va vous aider, j'espère, plus tard dans votre carrière, sur un élément qui est, vous savez, au gouvernement, dans les organismes centraux, on fait beaucoup de conseils. Il y a beaucoup d'économistes qui ont un rôle conseil. Au conseil exécutif, au ministère des Finances, au conseil du Trésor, on conseille les gens sur ce qui devrait être fait, quelles réformes devraient être mises de l'avant. Mais on ne met pas toujours beaucoup de temps et d'efforts sur le mode opérationnel. Au gouvernement, on peut faire des conseils ou faire des opérations. Et l'idéal, c'est de faire les deux. Et par la suite, d'être en mesure de conseiller sur ce qu'on demande. Quand j'étais au ministère des Finances, par exemple, on s'occupait de réglementation financière, puis supervisait les organismes de réglementation, on les trouvait qui n'étaient pas efficaces et c'était épouvantable ce qu'ils faisaient, et n'allaient pas vite, etc. Mais quand je me suis retrouvé à l'autorité de marché financier, puis que là, je recevais des coups de téléphone pour donner un permis à quelqu'un, puis ça pressait parce qu'il y avait 10 personnes qui avaient embauché, etc., etc. Là, tu te rends compte que, bon, donner des conseils sur une feuille, c'est intéressant, mais en pratique, appliquer ça, c'est autre chose. Alors, c'est ce dont je voudrais vous entretenir un peu ce soir, en commençant en disant que ce que j'appelle un plaidoyer pour le secteur public, c'est de vous faire part de toute ma fierté d'avoir œuvré pour la population québécoise au sein du secteur public toute ma carrière, dans mon cas. Puis, il y a quelque chose de noble, vous savez, à travailler au service des gens, c'est ce qu'on fait beaucoup d'entre nous. Et il faut en être fier, il faut le dire, il faut que ce soit reconnu. Et puis c'est tellement important, il y a comme une espèce de contrat implicite, on accepte de servir les gens, on a décidé qu'on ne ferait pas des fortunes en faisant ça, mais en échange, on espère être traité correctement pour notre loyauté, notre intégrité
notre professionnalisme. Alors, il faut en être fier. Puis, le secteur public, dans une économie, c'est important. C'est 40% et plus du produit intérieur brut. Ça fait longtemps que j'ai quitté les finances. Je suis pas mal moins bon dans les chiffres qu'avant. Alors, vous me pardonnerez si les chiffres sont tout à fait exacts. 40% du PIB, un quart de la population active. Que les gouvernements élus décident d'avoir un gros service public ou un moins gros, ce n'est pas l'objet de mon propos. Celui qu'on décide de se doter, d'avoir, il doit être efficace, intègre, solide, et il faut y travailler et y croire. Les sociétés qui réussissent le mieux dans le monde, à mon avis, sont celles qui ont justement un secteur public qui est efficace, solide. Et par secteur public, qu'est-ce que j'entends par là? C'est des infrastructures publiques, la base sur laquelle l'assise de la société, la base sur laquelle une société normale peut se développer. On parle de système judiciaire, d'éducation, de justice, de sécurité publique, de réglementation, et évidemment de transport, de communication et autres. Sans tous ces services-là publics, une juridiction, une société ne peut pas aspirer à un développement soutenu, durable, de son économie, de sa culture, des services sociaux, des familles, pour élever nos enfants correctement, des emplois de qualité, si on n'a pas la base sur laquelle tout ça peut être assis. Et on parle d'abord et avant tout, à mon avis, de deux éléments qui sont extrêmement importants. Premièrement, un système d'éducation solide, qui est important. Une population éduquée peut nous mener partout. L'avenir peut être rose. Par contre, si on n'a pas ça, c'est probablement plus difficile. Et puis, un état de droit, un système judiciaire qui est capable de faire en sorte que les contrats signés vont être respectés, que la loi est appliquée correctement, et les services juridiques l'égard. C'est deux éléments que je mentionne, mais il y a tous les autres également, la santé, l'éducation. J'ai vu une étude du ministère des Finances il y a quelques années qui disait que même pour les infrastructures au sens béton, ciment, tout ça, les infrastructures publiques, souvent, précèdent l'investissement privé. Quand on a des infrastructures publiques solides et de qualité, les investisseurs privés, les entreprises viennent s'établir chez nous, ça aide à ça. Maintenant, malheureusement, dans notre société aujourd'hui, ces services publics-là, on les prend pour acquis. La population en général s'imagine que les services publics sont là, ils existent, ils vont toujours être là, il n'y aura jamais de problème. Mais la réalité, plutôt, ça prend des gens au service du public à tous les jours qui sont prêts à tenir ça à bout de bras, dans certains cas, pour faire en sorte que ça puisse, année après année, se reproduire, s'améliorer. Et pour voir la chance qu'on a ici, puis qu'on ne réalise pas toujours, mais souvent, il faut voyager, il faut aller à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Brésil pour l'autorité de marché financier parce que le Québec et l'Ontario représentent le Canada pour les valeurs mobilières à l'étranger. Et puis là-bas, je me suis fait de bons amis qui, je leur disais, écoutez, vous, le Brésil, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est sky's the limit. Ils m'ont dit, oui, mais je pense qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris. Nous autres, ici au Brésil, par exemple, bien souvent, les gens, les jeunes, leurs parents, les font travailler plutôt que les envoyer à l'école, mais ils peuvent avoir un diplôme d'études secondaires sans savoir ni lire ni écrire. Les parents vont voir le professeur, ils achètent le diplôme, puis ils envoient l'enfant travailler. Ils disent, avec ça, c'est impossible de construire une société à long terme qui va être solide, qui va se développer. Puis c'est la base qu'on n'a pas que vous avez, puis vous devriez en être fiers puis le garder. Quand on parle aussi de services publics importants, moi j'ai été à l'AMF, il y a eu la crise financière 2007, 2009, 2010, on voit où les dérapages d'une réglementation inadéquate peuvent nous conduire, même dans les économies développées. Sans le bon garde-fou, sans ce qu'il faut, on se retrouve avec des entreprises qui vendent des produits comme les subprimes pour des hypothèques où les gens n'ont pas le moyen de payer, que des vendeurs de produits financiers vendent des PCA, ils ne savent pas ce qu'ils vendent à des gens qui ne savent pas ce qu'ils achètent. Puis, ce qui fait en sorte que toute l'économie peut être mise en péril, que des banques, on a appelé les too big to fail, sont trop grandes pour faire faillite, et bien, privatisent des profits, puis quand les problèmes arrivent, ils donnent la facture au gouvernement. Alors, ces choses-là, avec une bonne réglementation, avec un bon service public, ne se produisent pas. Je
Je pourrais continuer en vous parlant des difficultés puis des écarts entre la Grèce et la Norvège. J'étais à Revenu Québec il y a un bout de temps. On donnait souvent comme exemple le fait qu'il y a des pays comme la Grèce où c'est un sport national de ne pas payer ses impôts. Le voisin ne paye pas ses impôts, pourquoi moi je paierais des impôts, etc., etc. On a vu dans quelle situation la Grèce s'est retrouvée encore récemment, alors qu'en Norvège, les pays scandinaves, dans la culture de ces pays-là, il n'est pas question que quelqu'un puisse penser ne pas payer ses impôts. Ça se fait, c'est même pas. Si ton voisin sait que tu ne payes pas tes impôts, tu es en problème sur le plan de la société. Là. Alors, évidemment, au Québec, on se situe beaucoup plus près de la Norvège que de la Grèce, mais ces choses-là, quand tu n'as pas un secteur public, une administration fiscale qui prélève les revenus adéquats pour payer les services publics, ben, les gens se retrouvent dans des situations où le gouvernement ne peut même plus emprunter pour construire des écoles, des hôpitaux, sinon à des taux exorbitants, ou donner les clés, comme on dit, du pays aux organismes financiers, aux prêteurs. Alors, c'est des exemples où je voulais montrer que malheureusement, la population prend les services publics au Québec, au Canada pour acquis, mais il y a beaucoup de préjugés qui sont tenaces dans le secteur public. Ces préjugés-là, il faut se battre contre ça, évidemment. On serait beaucoup trop nombreux, beaucoup trop payés à ne pas faire grand-chose d'une journée. Or, moi, je sais bien que toutes les personnes que j'ai côtoyées, la grande majorité, dans toute ma carrière, sont des gens qui, chaque jour, vont au bureau, travaillent, se lèvent pour donner les meilleurs services possibles. Et puis, ils le font. C'est un fait. Malgré cela, il ne faut pas qu'on se dise ben, on est maltraité, c'est épouvantable, puis se replier sur nos autres mains. Mais au contraire, essayer de redorer notre image en montrant à chaque jour qu'on donne des services publics. C'est ça qui va, après un bout de temps, prendre le dessus. Et j'espère que, surtout les jeunes qu'on voit ici, là, vous aurez la flamme pour continuer à donner de meilleurs services possibles dans le futur. Et je voudrais insister sur une chose en terminant, parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Bernard Matt a beaucoup de choses à nous dire après moi. Et, ça va être beaucoup mieux aussi, je suis certain. Pour avoir un secteur public solide, qu'est-ce que ça prend? Ça prend deux choses. Pour résumer simplement, c'est assez simple. Ça prend de bonnes équipes, avec de bons outils, de bons processus de travail. Pour moi, le plus important des deux, c'est de bonnes équipes. Le nerf de la guerre pour un dirigeant, pour un cadre, etc., c'est de s'occuper de son équipe. Et quand on a de bonnes équipes, les succès sont souvent la clé. On gagne en équipe, on perd en équipe, il faut s'en occuper. Il faut avoir peu de priorités, mais bien les faire connaître à tout le monde, bien les communiquer, être capable d'aller voir les gens quand ça va bien, comme quand ça va mal. Surtout quand ça va mal et que ça ne tente pas de les voir, il faut y aller les voir, puis crever l'abcès, comme on dit. Alors, les équipes et les processus de travail. Et toujours remettre en question les processus de travail. Quand j'étais à Revenu Québec, je recevais des piles, il y a 12 000 personnes, des piles de signatures. J'ai été Marie-France, tu le sais, des piles de signatures sur mon bureau. Et je leur disais, je vais tout vous signer ça, ça me fait plaisir de me rester le temps qu'il faudra ce soir. Mais je voudrais savoir pourquoi il faut que je signe ça. Vous reviendrez, vous me direz pourquoi. Quand la réponse c'était, bien, on a toujours fait ça de même, j'ai une mauvaise réponse. On reviendrait avec la bonne réponse, puis des fois ça revenait là. C'est juste qu'avec les années, on empile des façons de faire différentes. On ne se souvient plus pourquoi c'était là. Vous savez, l'équilibre entre les contrôles et les résultats, c'est un équilibre délicat. Quand on va juste d'un contrôle, on ne s'occupe pas des résultats, c'est pas toujours la meilleure façon de gérer les choses. Et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit au début, surtout pour des économistes. Je le disais aujourd'hui, je m'adresse à des économistes. C'est un peu plus impressionnant que s'adresser à d'autres personnes. Essayer d'avoir à l'esprit les opérations du gouvernement du Québec ou d'autres administrations gouvernementales. Quand vous faites des recommandations, des études, on a au Québec, on est chanceux au Canada, plein d'études sur tous les sujets qu'on peut imaginer. Il y en a beaucoup. On voit dans les médias ces jours-ci, le rapport à Godbout sur la fiscalité, le rapport à Billard sur les dépenses, etc. Souvent fait par des économistes intelligents, bien intentionnés, etc. Mais souvent, on ne va pas jusqu'à l'étape de se dire
sur le terrain, là, quand on va devoir appliquer ce que j'ai écrit, est-ce que ça va fonctionner? Quand on va dire à Bernard Matt et son équipe, là, sécurité du revenu, là, vous allez tourner par là, puis ça va marcher de même, puis on veut ça dans 3 mois. Est-ce que c'est possible, sur le plan pratique, de faire ça? Et moi, je pense qu'on devrait mettre l'accent, je suggère que les économistes essaient de développer ce réflexe-là dans le capital national. Pas juste des étalonnages avec d'autres pays, puis on fait des ratios plus ou moins boiteux des fois sur les moins bons et les meilleurs. Mais aller voir vraiment, est-ce qu'on a de bonnes équipes? Est-ce qu'ils livrent la marchandise correctement? Est-ce qu'ils ont les outils pour le faire? Puis on devrait être fiers à la fin si la réponse est oui. On est les meilleurs, puis on devrait en profiter et le dire et le faire. Alors voilà. Je n'ai pas parlé directement des réformes en cours au gouvernement. Je ne voulais pas faire de commentaires des fois qui seraient un peu déplacés, mais sinon, que j'essaie d'aider M. Samamad à fusionner des organismes sur le plan opérationnel. Je pense que c'est la chose à faire, puis que si le gouvernement réussit, ça va être mieux pour l'ensemble de la population. On va arrêter là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je vous souhaite une belle soirée, puis surtout une bonne année, puis c'est plus essentiellement de l'ensemble de l'année de l'ASDEC. Et voilà, merci beaucoup. Donc, M. Matt, on est rendu à vous. Mon propos à moi, c'est le Congrès. Bon. Alors, le Congrès, c'est pour moi un événement très important et je remercie l'ASDEC de m'avoir approché pour me confier cette tâche-là. Mais heureusement, la tâche, ça ne sera pas moi qui va la réaliser, mais une belle équipe qui s'est jointe à moi, de différentes provenances, des gens de qualité qui vont participer. Et on souhaite un effet boule de neige, c'est-à-dire plus on va approcher du déroulement du congrès, on va souhaiter que de plus en plus de gens s'impliquent à différents niveaux, parce que le succès d'un congrès repose sur ce travail d'équipe-là. Maintenant, le thème. On a cherché, pas très longtemps, en fait, François Turenne m'avait invité, il m'a dit ça va être ça le thème, on a pensé à toi. Bon, j'ai dit, c'est sûr que c'était l'objet d'une réflexion très grande des autorités de l'ASDEC. Mais, alors j'ai dit, écoute, la question de la création de richesse et de distribution de richesse, c'est quand même, il faut se le dire, on l'a tout étudié, on n'a jamais tellement tout compris. Hein, parce que si on l'avait compris, si il y a une annonce, si on le savait, on l'aurait, ou si on l'aurait, on le saurait, en tout cas. Bref, si on l'avait compris, tout ça, toutes les mécaniques, toute la question des facteurs qui influencent la création de richesse, puis ceux qui vont définir avec succès les facteurs de distribution de cette richesse-là, je dirais qu'on aurait un programme extraordinaire, puis je vais vous dire, Donc, je ne vous promets pas nécessairement la réponse unique à cette question-là, mais je vous suggère un méchant bon débat d'idées, en ayant en tête des préoccupations qui sont à la fois, je dirais, théoriques, parce que c'est sûr qu'on aime ça, les économistes, on fait des modèles, information pure et parfaite. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais travaillé dans un milieu où l'information était pure et parfaite, mais en tout cas, ceci dit, on pourra se permettre ces exercices-là parce que c'est bon pour essayer de comprendre les choses. Il va falloir essayer de comprendre certains facteurs parce que ça explique, après ça, on cherche à expliquer des comportements. Puis essayer de savoir si ces comportements-là, on devra les corriger dans certains cas parce que c'est évident que les problèmes de distribution de richesse sont en général, les principaux facteurs de trouble dans une économie ou dans un pays ou dans une nation. Et malheureusement, je dois dire que les événements récents tendent à démontrer que ça peut perturber assez fort. On a vu la Grèce, on voit qu'est-ce qui est en train de se produire aussi dans certains pays. La question de l'Europe, la question aussi sur le partage de cette richesse-là qu'on est en train de voir, ça a des conséquences fondamentales. Ce qui fait que on aura beau essayer de, comment je pourrais dire ça, de spéculer sur la recette magique. Moi, je suis convaincu que la recette magique, elle n'existe pas directement. On connaît des éléments qui vont contribuer à... On va essayer d'en faire une recette. Il y a différents... Puis ça, c'est la job des politiciens. Mais nous, comme tu l'as dit assez justement, Jean, on a à chercher à les guider, mais on a aussi à se préoccuper, comme tu dis, de la façon dont ça va se rentrer. Puis je pense que dans la fonction publique du Québec,
Moi, je regarde chez nous, on a principalement des gens qui s'occupent d'emploi. Je demeure convaincu que les plus grands facteurs de distribution de richesse sont l'éducation et l'emploi. Je pense qu'il faut miser là-dessus. En même temps, il faut aussi voir que le parcours de chaque individu n'est pas unique. Contrairement à la physique ou à la chimie, où une fois que tu as appris l'équation, tu pèses sur le piton et elle risque de se reproduire la même équation aussi souvent. Prenez deux individus différents ou deux entreprises différentes, appliquez-lui la même recette et ça ne fonctionnera pas du tout. Alors, je pense que c'est important d'avoir les préoccupations pratiques que Jean a évoquées dans notre cadre de réflexion. Alors, tout ça pour dire que, oui, on va s'intéresser à des affaires aussi terre à terre que qu'est-ce qui se passe avec les très riches, qu'est-ce qui se passe avec les moyennement riches, qu'est-ce qui se passe avec les pauvres, c'est quoi la classe moyenne? Parce que ça, c'est toujours la question piège. Hein? Moi, quand je suis économiste avec la famille, je dis, c'est quoi la classe moyenne? Jamais toujours la vraie bonne réponse. Sous la main, maintenant, l'économie va-tu bien? Ça, c'est l'autre question qu'il nous pose après, comment Christian pense. Mais une fois ça fait et dit, à travers cette problématique-là, de la question de la création de richesse, de la distribution de la richesse, on devra intégrer d'autres préoccupations qui seront davantage sectorielles. La question d'un pays ou une place comme le Québec, un territoire, une nation comme le Québec, qu'est-ce que ça prend pour accroître notre richesse puis mieux la distribuer? Parce qu'on a une problématique, là. On a un État qui dit qu'il a de la difficulté à boucler les deux bouts, à s'offrir des services de qualité. On a une situation démographique qui est particulière. Comment ça vient jouer? Est-ce qu'on va demander une contribution plus grande à certains acteurs qui, par le passé, bénéficiaient de certains services? À la Régie des rentes, est-ce qu'on doit se préoccuper de ce qui va se passer à la CARA éventuellement? Je pense qu'il va falloir se préoccuper, oui, de l'offre de services, mais aussi des grandes lignes des politiques pour offrir ces services-là. Par la suite, bien, c'est sûr qu'on a une économie qui repose sur les ressources naturelles, en bonne partie. L'innovation, tout le monde en parle, on innove, je pense qu'on diversifie l'économie, mais la recette magique, je pense qu'elle est encore en questionnement. Et à travers tout ça, il y a des auteurs qui, depuis quelque temps, commencent à émerger, à bousculer un peu les préoccupations des économistes. Piketty a sorti des choses qui ont fait en sorte que, oups, il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions sur la question de la distribution de la richesse. Est-ce que la distribution serait aussi un facteur de création de richesse? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce véhicule-là pour accroître la richesse, mais également accroître les facteurs de distribution? Bref, c'est un peu à cet exercice-là qu'on va vous convier lors du prochain congrès, qui aura lieu, si mes notes sont bonnes, le 18 mai et le 20 au 20 mai prochain. C'est évident que vous serez probablement appelés à contribuer d'une façon ou d'une autre. On va chercher évidemment des orateurs. On va en faire venir quelques-uns, mais je pense qu'on a aussi des gens qui ont des choses à dire à Québec. Alors, on pourrait dire, participer. Il y aura une section formation, une thématique à établir au niveau de la formation. Et l'idée, c'est de partager puis c'est de donner. Je suis responsable aussi de la loi sur le 1% de la formation, mais que ça soit de qualité. Donc, j'ai une grosse préoccupation de mon ministre, c'est arrêter les formations de clowns puis aller vers des formations de qualité. Bon, alors on va essayer de se faire un congrès de qualité, mais qui soit aussi fait dans la bonne humeur et puis dans lequel, j'espère, il y aura quand même des activités plus sociales, mais qui ne seront pas admissibles au 1% seulement. Alors, je vous invite à participer à le reste de la soirée. Ça m'a fait bien plaisir de vous rencontrer. Alors, il me fait maintenant très plaisir de dévoiler la programmation de la section Capitale nationale pour 2015-2016. Alors, cette année, on vous propose 6 événements diversifiés. Tous ces événements s'adressent aux économistes, bien entendu, mais à tout individu qui est prêt à s'intéresser à l'économie. La saison débutera officiellement le 24 octobre 2015 à l'occasion de la publication du rapport sur la politique monétaire, où un représentant de la Banque du Canada présentera les plus récentes projections de la Banque. Cet événement, devenu un incontournable, est organisé en collaboration avec CFA Québec et est offert gratuitement aux membres et amis de l'association. La section Capitale nationale est très fière de s'associer pour une deuxième année à la conférence annuelle Québec Mine 2015. La première édition du Forum pour un Québec minier fut un franc succès. C'est donc avec enthousiasme que l'on tiendra la deuxième édition le 24 novembre sous le thème « Perspectives économiques des ressources naturelles, où en sommes-nous »
Pour l'occasion, nous recevrons entre autres M. Glenn Mullen, président CEO et président du conseil d'administration de Golden Valley Mines. Nous recevrons également Mme Patricia Moore, vice-présidente études économiques et spécialiste des marchés des produits de base à la Banque Scotia. D'autres spécialistes se joindront à l'événement et leur présence sera annoncée dans les semaines à venir. La rentrée économique 2016 sera marquée par la tenue de la 24e édition du colloque annuel sur la conjoncture économique. Résultat d'une forte collaboration entre le Cercle Finance du Québec et notre organisation, l'événement prend chaque année davantage d'envergure. Grand nombre de conférenciers de marque participeront au colloque, dont M. François Dupuis, économiste en chef au Mouvement Desjardins, M. Stéphane Marion, économiste et stratège en chef à la Banque nationale du Canada, ainsi que M. Marc Lévesque, économiste en chef et vice-président économie et stratégie du marché chez Investissement PSP. Le thème et les conférenciers invités en après-midi seront confirmés dans les prochaines semaines. Chose certaine, les sujets abordés seront assurément liés de très près à l'actualité économique. En mars 2016, nous aurons le grand plaisir de recevoir 3 représentants des plus importants instituts de recherche en économie au Québec, soit messieurs Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal, Mathieu Dufour de l'Institut de recherche et d'information socio-économique et Robert Laplante de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Ceux-ci ont accepté de se prêter au jeu d'un dîner-débat dont le thème serait dévoilé un peu plus tard dans la saison. En avril 2015, la Banque du Canada présentera à nouveau son rapport sur la politique monétaire. Cet événement est organisé par CFA Québec et la section Capitale nationale en est partenaire. Finalement, comme l'a mentionné M. Matt, le Congrès national 2016 de l'Association des économistes des Québécois se tiendra à Québec du 18 au 20 mai 2016 et viendra clore la saison. Alors, en terminant, j'ai une dernière chose, j'aimerais signaler la présence d'un membre très actif au sein de l'association, M. Jean-Claude Cloutier. Jean-Claude, si tu peux t'approcher. Jean-Claude a dernièrement publié un livre dont le sujet touche à la fois la science économique, le développement économique, les économistes et les relations entre le politique et l'économie. Le livre s'intitule « L'économie démystifiée ». Je vous conseille fortement la lecture de cet ouvrage. Jean-Claude a une plume d'exception, lui qui a d'ailleurs mis sur pied le blog de l'association, auquel une dizaine d'experts chevronnés participent activement et écrivent régulièrement. Nous avons d'ailleurs un exemplaire à faire tirer. Nous avons remis des coupons à l'entrée, alors je vous demanderai de les sortir, s'il vous plaît. Alors, Jean-Claude, si tu peux nous faire l'honneur de faire les tirages. Alors, le numéro 62 66 03.